Ce salon naît en 1903. Il est le fruit d'une rencontre entre des artistes qui sont au départ refusés par le Salon national des Beaux-Arts, des artistes qui ont été refusés parce que anti-académiques, et ils portent des noms aujourd'hui ô combien prestigieux, puisqu'il s'agit de Vuillard, Matisse, Bonnard, essentiellement issus du mouvement que nous appelions le mouvement Nabi, autour de Gauguin, des artistes donc, qui se rassemblaient dans les cafés autour de la place Pigalle, en règle générale, et qui ont décidé, avec l'architecte France Jourdain, l'architecte de la Samaritaine, de créer un nouveau salon qui soit une alternative à la fois du salon des indépendants, qu'ils rejetaient parce qu'il n'y avait pas de sélection. Le salon des indépendants, je rappelle, c'est ni jury, ni récompense. Et donc, ils voulaient créer un salon de la modernité, mais avec une sélection draconienne au niveau donc, du choix des artistes. Dans le catalogue du salon, pour la première fois, il va se faire par ordre alphabétique et non par art majeur et art mineur. C'est-à-dire qu'on va y trouver à la fois des peintres, des graveurs, mais aussi des architectes, mais aussi des dessinateurs, des affichistes, du dessin de presse, des gens qui étaient, des artistes qui étaient non pas déconsidérés, mais qui étaient vraiment considérés comme des artistes mineurs. Et puis 1904, là le premier vraiment coup de tonnerre dans le paysage de l'art contemporain de l'époque, qui est la première rétrospective de Paul Cézanne. Je rappelle que Paul Cézanne était refusé aux artistes français, était refusé dans les autres salons. Ce qu'on ne sait pas par exemple, c'est que Paul Cézanne exposait, il est encore vivant en 1904 bien sûr, des photos, de la peinture, mais aussi de la photographie. 1905, alors là c'est le fameux salon d'automne le plus connu, le plus célèbre au monde, puisque c'est le salon de la cage aux fauves, et la première identification du mouvement du fauvisme dans l'histoire de l'art de France. Pourquoi la cage aux fauves? Puisque le salon d'automne décide de réunir ce qu'on appelait la bande à Matisse, Maurice de Vlaminck, André Derain, Raoul Dufy, Georges Braque, Othon Friez, toute cette bande de peintres qui décidaient d'utiliser la couleur pure, sortie même à même du tube, pour la première fois dans leur peinture. Alors, c'est pas tellement ça finalement qui fera le scandale, puisqu'on sait tous que Delacroix utilisait lui aussi déjà des pigments purs pour sa peinture. C'est surtout l'utilisation arbitraire de la couleur. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'art, on va avoir droit à des ciels rouges, des visages verts d'un côté, jaunes de l'autre, une utilisation complètement arbitraire de la couleur. C'est ça le scandale du fauvisme, c'est pas la couleur pure, contrairement à ce qu'on croit. C'est vraiment l'utilisation d'une liberté folle de la couleur pure. C'est un critique d'art très célèbre de l'époque qui fait le compte-rendu du salon et qui tombe dans cette fameuse salle, la salle des fauves, où trône une petite sculpture néoclassique. Et il va dire, en parlant de cette sculpture, c'est Donatello parmi les fauves. Et en disant cela, il invente le mot du fauvisme. Vu le succès de 1903 et de 1904, cette fois, le salon d'automne se déroule, et il va se dérouler maintenant pendant tout le siècle, au Grand Palais des Champs-Élysées. Et donc Madame Matisse tremblait, n'a pas osé rentrer dans le Grand Palais, parce qu'elle entendait de l'extérieur les quolibets, les hurlements, les vociférations du public, complètement choquée par cette fameuse salle de la salle des fauves du Grand Palais. Un scandale qui est un coup de publicité du tonnerre pour le salon d'automne, puisque dès le lendemain, les foules, bien sûr, veulent tous voir ces fameux artistes, qui sont donc les premiers échos du fauvisme en France. Donc 1906-1907, bien sûr, ça va être aussi la suite de Cézanne, qui revient en 1907 par la plus grande rétrospective jamais faite de ses œuvres, avec plus de 120 œuvres de Paul Cézanne. Picasso est bien sûr là, en 1907, et ça va être là un des seconds coups de tonnerre qui va consacrer le génie de Paul Cézanne. Et parallèlement à Cézanne, et on le devine, puisque les Demoiselles d'Avignon, je le rappelais, c'est l'hiver 1906-1907, le cubisme va déferler sur le salon d'automne à son tour. Nous avons donc les œuvres de Georges Braque, les œuvres de tous les cubistes de l'époque, Duchamp-Villon, Marcel Duchamp expose, mais à l'époque il est encore un peintre néo-impressionniste si je puis dire. Il expose ses premières œuvres au salon d'automne. Nous trouvons des peintres qui sont encore dans la filiation impressionniste comme Picabia, le grand Picabia qui va devenir un futuriste que l'on connaît, un surréaliste, qui expose au salon d'automne, mais tout le monde serait étonné de voir les œuvres de Picabia qui relèvent complètement de l'écriture de Claude Monet à l'époque. Et les grands marchands, je pense à Vollard, etc., vont commencer à traîner leurs artistes au salon d'automne parce qu'il devient dès lors un label de qualité. Important parce qu'il va perdre un petit peu au cours du temps cette notion d'un salon qui apporte un plus aux artistes, qui apporte vraiment un label qui fait vendre, bien sûr. Et donc à partir de 1906,
tous les artistes, notamment venus d'Europe de l'Est, vont commencer à s'intéresser très fort au Salon d'automne. On va y trouver des artistes comme Chagall, comme Kissling, comme toute cette fameuse école de Paris qui commence à se montrer à travers le Salon d'automne. Et 1907, 1908, 1910, jusqu'à la guerre maintenant, ça va être une succession vraiment effrénée, comment vous dire, un petit peu comme ces vagues qui s'échouent sur la plage. Une vague c'est à peine déferlée sur le sable, qu'une autre est en train de naître, qu'une autre derrière est en train de surgir. L'abstraction avec les premières toiles abstraites de František Kupka, très important Kupka, qui va faire naître ses premières toiles abstraites, je pense à ces tableaux qui s'appellent Harmonie musicale, etc., qui vraiment se détachent complètement du sujet et qui ont déjà une valeur intrinsèque complètement abstraite, dès 1908, avant les premières toiles de Kandinsky, qui est déjà au Salon d'automne, lui, Vassili Kandinsky, mais qui expose des œuvres qui relèvent, j'allais dire, de l'art vraiment russe, de l'art byzantin presque, avec des scènes très liées au folklorisme russe. Et Kandinsky, avant même qu'il bascule à son tour, et de quelle manière, dans l'abstraction, eh bien nous trouvons des peintres comme František Kupka qui déjà posent les prémices de l'art abstrait. Et puis nous avons les premiers échos du dadaïsme et du futurisme à travers Picabia, j'en ai parlé, à travers De Chirico par exemple, et des premières toiles métaphysiques de Chirico qui se montrent au Salon d'automne. La guerre arrive, évidemment, donc année de guerre. Le Grand Palais, comme vous le savez, devient une vaste infirmerie. Et donc le Salon interrompt ses activités. Et à partir de 1919, les années qu'on a appelées, et là c'est tout à fait justifié, je trouve ce terme employé souvent par les historiens de l'art, le retour à l'ordre. C'est-à-dire que c'est la période des Demoiselles sur la plage de Picasso, donc sa période ingreste, où il revient au dessin, où on quitte le cubisme analytique, où vraiment la figuration reprend le dessus de façon extraordinaire, avec l'émergence d'une grande école qui va être l'école de Paris. L'entre-deux-guerres, c'est le règne absolu de la première école de Paris, autour des grands artistes que furent Soutine, Kissling, Crémeigne, mais aussi Fujita, très grand artiste japonais. Donc toute cette école va trôner au Salon d'automne avec une particularité que je trouve quand même intéressante, qui situe bien le Salon d'automne dans le paysage des salons historiques et qui le marque, pourquoi ne pas le dire, très à gauche, puisque dès 1933, le Salon d'automne lance un appel aux artistes et intellectuels juifs allemands pour les accueillir en France. Et dès 1943, c'est important, le Salon d'automne, au nez et la barbe de l'occupant, organise une rétrospective de Georges Braque, qui était dit artiste dégénéré par l'occupant nazi. C'est la raison pour laquelle, dès 1944, Picasso choisit le Salon d'automne, et là c'est le règne de Picasso. Les fusils tirent encore dans Paris, on est au lendemain de la libération de Paris par lui-même. Le Salon d'automne a été préparé sous l'occupation allemande, a été monté pendant la libération de Paris par lui-même, et est organisé en temps de paix, au lendemain de la libération. Le public avait été habitué à un retour, bien sûr avec Arnaud Breker, etc., à un classicisme, un néoclassicisme imposé par l'occupant, et tout d'un coup il découvre un jeune artiste qui là leur montre une production complètement novatrice, avec notamment sa série de sculptures, ce qu'il faisait avec du bric-à-brac, etc., avec la patte de Picasso, avec ce génie qui lui est propre, avec un élan incroyable. Et donc les artistes, à l'appel d'André Lotte d'ailleurs, qui était un grand peintre néo-cubiste du Salon d'automne, vont devoir se positionner devant les œuvres de Picasso pour empêcher une partie du public de détériorer, d'accomplir le pire, c'est-à-dire un acte iconoclaste, et de détruire, ou moins d'endommager, si on peut dire, les œuvres de Pablo Picasso. Jusque dans les années 50, le Salon d'automne sera inauguré tous les ans, non pas par le président de la République, par des hommes importants de l'époque, mais par Maurice Thorez, qui viendra accompagné à sa droite de Pablo Picasso et à sa gauche de Louis Aragon. Dès cet instant, le Salon d'automne confirme sa posture de salon rebelle, et c'est aussi l'époque, à partir des années 50, où va se jouer ce bras de fer très très célèbre entre l'abstraction et le réalisme et la figuration. Le Salon d'automne met en jeu vraiment cette bagarre terrifiante, théorie à l'appui, entre les abstraits, en gros les modernes et les anciens, si on peut dire, et les figuratifs. Quand on pense Salon d'automne, on pense toujours Fraternité des Arts. Il est un moment où le Salon d'automne exposait aux Champs-Élysées, donc au Grand Palais, où les arts décoratifs prenaient beaucoup plus de place que la peinture et que la sculpture. Je pense à Majorelle, je pense surtout à Jacques-Émile Ruhlmann, avec ses grands ensembles magnifiques, ses salles à manger, etc., qui prenaient une place inouïe dans le Grand Palais. Je pense aussi
à Louis Vuitton. Par exemple, Louis Vuitton, toute sa maroquinerie, ses malles, etc., sont exposés. C'est un art à part entière. Je pense à la gastronomie qui déferle au Salon d'automne, vous vous rendez compte, à partir des années 50, avec tous les chefs des 4 coins de France qui venaient présenter les plats régionaux au Salon d'automne, la gastronomie vécue comme un art à part entière. Depuis maintenant 3 ans, nous sommes sur les Champs-Élysées, nous sommes passés de 1800 visiteurs en 2004, porte de Charenton, à plus de 30 000 visiteurs, 30 266 exactement, en 2013. Cette année, 2014, nous avons Roger Somville, qui vient de disparaître, un très très grand peintre, élève de Diego Rivera, Siqueiros, des grands muralistes mexicains, très connu en Belgique, puisqu'il est l'auteur de la station de métro Ankar, grande fresque murale absolument magnifique. Le salon d'automne est un salon à jury, il y a un jury de sélection, et qu'il est pour nous important que l'artiste qui expose au salon d'automne soit titulaire, soit, si vous voulez, ait la maîtrise du solfège de son art. Picasso est allé au bout de son travail, mais quand on regarde ses dessins, quand il a 14 ans, il dessine comme Raphaël. Depuis que j'ai l'honneur de présider ce salon, à partir des années 2003-2004, tenter de renouer avec cet esprit de l'insolence. Nous accueillons, je vous l'ai dit, par exemple, Antonio Manfredi, qui est le premier acteur du Burning Art, à avoir brûlé ses œuvres en public, mais qui est aussi un photographe hors pair, qui sera là en 2014. Nous assistons à l'émergence d'artistes complètement inconnus en tant que plasticiens. Je pense à Jacques Brel, tout le monde connaît Extérieur Nuit, tout le monde sait quel cinéaste magnifique il a été, et quel poète il est, mais personne, tout le monde ignore qu'il est aussi un plasticien hors pair absolument remarquable. Nous accueillons aussi bien sûr toutes les formes de la musique, avec Philippe Hersant, qui va faire par exemple jouer une sonate pour alto en avant-première au Salon d'automne. Donc la musique contemporaine est très présente, mais aussi la culture hip-hop qui va se développer, le street art bien sûr. Je pense aussi aux artistes japonais qui vont venir en délégation, au groupe cellulographe, à des jeunes artistes qui maintenant nous sont fidèles et considèrent le salon comme étant leur salon. Nous avons des artistes qui ont développé, je pense à marquage, des carrières incroyables internationales parce qu'ils ont été identifiés au Salon d'automne. Et je peux vous dire, puisque je les connais un petit peu, tous les marchands de la rue du Faubourg Saint-Honoré, etc., du Carré Rive-Gauche, sont là tous les ans au vernissage pour essayer d'identifier quels seraient les artistes qui pourraient défendre et promouvoir à travers leur galerie. Donc là, on sert vraiment à quelque chose. La spécificité de ce 21e siècle, c'est d'avoir créé, ça commence d'ailleurs avec le MoMA, etc., dès le 20e siècle, de créer des musées d'art moderne, des musées finalement d'art contemporain, complètement déconnectés de l'histoire de l'art. Et donc, nous nous inscrivons en faux au Salon d'automne, en rendant hommage à la fois aux artistes du passé, mais aussi en traquant la modernité partout où elle se trouve.